Hello tout le monde, il est déjà 17h20, 5 minutes de retard, classique. En tant que bon français, on est ponctuel. Non, très sérieusement, je suis très content de vous recevoir encore une fois pour ce dernier talk de la journée. Je l'ai dit, mais je vais le redire, encore du très beau monde autour de la table. Alors vous remarquerez, dans le line-up annoncé de cet event, il nous manque Patricia. Patricia qu'on regrette. En revanche, on a le plaisir et l'honneur de recevoir un invité que j'ai déjà eu tout à l'heure, Romain. Et du coup, je vais te donner directement... Non, c'est pas vrai. Je vais te donner la parole, Camille. Je suis désolé. C'est la dernier talk de la journée, là, on est fatigué. Hein, c'est la fatigue et c'est mon instinct gentleman qui me rappelle. Je remarque que quand on dit Camille sur le retour vidéo, c'est Simon. Mais bon. Non, alors c'est décalé, ne t'inquiète pas. C'est vrai que je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Mais arrêtez de regarder la régie. Non, mais à l'écran, je me gratte le nez et là, ça joue. Donc... Camille, présente-toi s'il te plaît, alors, succinctement, ainsi que ta boîte. Ça marche. Donc Camille, je suis cofondatrice d'une boîte qui s'appelle GoShaba, qui fait une technologie d'évaluation de candidats pour le recrutement et la mobilité interne, qui est basée sur les sciences cognitives et le jeu vidéo. Donc les candidates passent des jeux et ça révèle leur potentiel réel. Donc contrairement au CV qui est vraiment nul pour recruter et qui est hyper injuste, là on mesure le potentiel, donc on a plus de diversité, des meilleurs recrutements, etc. Quand tu parles de ça, juste c'est des tests techniques ou c'est aussi ça valide du soft skills? Non, justement, c'est que du soft skills. Okay, et soft skills, ça veut tout et rien dire. Donc chez nous, ce qu'on mesure, c'est les traits cognitifs, c'est la puissance sous le capot. Donc c'est pas la personnalité, c'est pas plein de trucs qui sont parfois fumeux, parfois très très bien. C'est vraiment les traits cognitifs, donc la puissance sous le capot. Voilà. Ok, super. Merci pour la présentation, Camille. Cyril, enchanté. Pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Ouais, salut, avec grand plaisir. Cyril Pierre de Gaillère, moi je suis directeur d'une école qui s'appelle Rocket School, qui est une école qui forme des commerciaux, des growth hackers, des CSM, donc c'est beaucoup de gros mots. Mais en fait, c'est tous les métiers qui correspondent aujourd'hui à l'acquisition client, trouver des clients, lancer ta boîte, développer ton business. Et on a deux spécificités. La première, c'est qu'on recrute justement sur personnalité, donc sans condition de diplôme. Donc les gens qui font Rocket School, on les traite de caractère pour faire le job, mais ils peuvent avoir un bac-3 comme un bac+8, donc n'hésitez pas. Et ensuite, dans la façon dont on forme, on est très en mode Montessori, learning by doing. C'est pas une école classique. Moi, j'aimais pas l'école, donc on est en mode on fait les choses. Donc nos commerciaux, ils prennent leur téléphone, ils appellent, ils font des emails, ils prospectent, ils chassent, comme on fait en vrai dans des startups. T'as un bac plus ou moins, toi? Moi, j'ai un bac+5, on m'a forcé. Non, mais c'était très bien. Je trouve ça très bien de faire ses études quand même. Ça t'a marqué, je vois. J'en profite d'ailleurs, mauvais host que je suis. Je vais quand même annoncer le topic de le thème, pardon, de ce talk. C'est la fin de journée, là. C'est open mic. Non. L'idée, c'est quand même de valider sa value proposition et aller chercher ses premiers clients. D'où, je pense, la légitimité de toutes les personnes autour de la table. Et du coup, je me tourne vers Simon. Salut, Simon. Hello, merci de me recevoir. Pourrais-tu te présenter, Simon? Avec grand plaisir. Je m'appelle Simon, je suis un des deux fondateurs et le CEO de Batch. On est une plateforme de relations clients de nouvelle génération qui, j'espère, a beaucoup de puissance sous le capot, elle aussi, et d'avenir. On aide les marques et les médias, environ 300 grands comptes en Europe, à mieux communiquer avec leurs clients. On a commencé avec ce pourquoi les gens nous connaissent, que sont les fameuses notifications push. On en envoie 500 milliards par an sur à peu près tous les téléphones d'Europe. Et à partir de là, on est en train de créer une plateforme relationnelle nouvelle génération, temps réel et verticalement intégrée depuis les sites, les apps de nos clients, jusqu'à l'activation de la donnée dans les campagnes de communication qu'on permet d'envoyer. Voilà, moi je suis entrepreneur depuis 20 ans et par ailleurs je suis business angel, investisseur early stage dans une quarantaine de startups en France et en Europe. C'est ma deuxième passion. T'as l'air jeune pourtant. J'ai l'air jeune pourtant. Et moi j'ai toujours été un vieux jeune. J'ai l'air jeune mais à l'intérieur je suis hyper vieux. Quel âge, Batch? Batch, on rentre dans la 7e année, on est 120 personnes, on a autofinancé pendant 6 années, on a fini par faire une première levée de fonds de 20 millions d'euros l'an dernier pour accélérer tous les sujets organisationnels et culturels, tech et produits et expansion business européenne. Ok. Et Romain, qu'on ne présente plus. Non, je rigole. Vas-y, tu peux te présenter quand même. Romain Libaud, je suis chez Swile depuis le premier jour. Ça fait 5 ans aujourd'hui, selon LinkedIn, comme je disais un peu plus tôt. Joyeux anniversaire. Merci encore. Et j'occupais jusqu'à il n'y a pas très longtemps la fonction de CPO. Et avant ça, j'ai été CEO et CMO de Swile. Je suis un bon exemple de mobilité interne d'entreprise.
Alors, merci en tout cas pour toutes vos présentations. Tu as été licencié il y a une semaine. Non, je suis là depuis le premier jour, donc dans l'équipe des... Mais t'es mon coach. Du coup, je vais sur un nouveau challenge que je connais pas encore, mais on a largement de choses, de choses à faire, de choses pour s'occuper, donc je suis pas très inquiet sur la prochaine mission. Merci. Tu veux poser d'autres questions, Simon? Non, je vais les poser au fur et à mesure. Ça va, écoute, tu as en tout cas enjambé sur disons le petit announcement que je voudrais faire. L'idée, c'est que tout le monde s'interrompe et qu'on discute ensemble. Donc moi, je vais viser personne. J'ai pas beaucoup de questions, mais elles sont très très simples. Ma question, la première, j'aimerais savoir comment on valide la value proposition ou proposition de valeur en français. C'est quoi pour vous les premières étapes? Qui a envie de répondre en premier? Moi, je veux bien prendre la main parce que je l'ai vécu vraiment. Dans ta chair. Ouais. Et rappelle-nous la proposition de valeur de Swile aussi. En fait, quand on a commencé Swile, je sais pas si c'est vraiment un pivot, mais et quand j'ai rencontré Loïc, c'était une idée de plateforme de click and collect B2C classique, comme on en voit beaucoup aujourd'hui, mais qui existait moins pré-Covid. Il s'appelait Launcher, effectivement. Et assez vite, on s'est dit que ça marchait pas. Et donc, on creusait, on continuait à essayer de faire marcher. Et on creusait d'autres choses. Comme votre tombe, à ce moment-là. Alors, en parallèle. Et on a commencé à tester d'autres choses. C'est pas moi. Et en fait, je me souviens vraiment, au moment où on s'est dit, bon, ça y est, on tient quelque chose, on va tenter le coup sur les titres restants. Il y a une légende chez Swile, puisqu'on a changé de nom depuis, qui est que j'aurais signé les 100 premiers clients, et qui est vrai. Alors que je ne suis pas du tout sales, pour ceux qui me connaissent. Je suis plutôt en mode clé de bras. Et du coup, je me souviens, on n'avait pas de produit, on appelait les clients, on leur disait, enfin, du coup, des gens que je connaissais un petit peu de mon entourage, je leur dis, bon, voilà, on fait ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, c'est la première fois que je sentais qu'il y avait vraiment un problème chez eux et que juste en leur parlant de ce qu'on voulait faire, ça les soulageait. Et littéralement, ils me disaient, vas-y, envoie-moi un contrat, je signe tout de suite. Et j'avais pas vraiment à vendre quoi que ce soit. Je savais que j'allais résoudre un de leurs problèmes, je sentais. Et en fait, par le passé, j'ai monté une boîte et j'ai pas eu ça. Et franchement, tu vois la différence, mais instantanément. Quand tu dis ça, c'est que t'es pas allé confronter ton en fait, idée au marché. J'ai pas eu de market fit. Et en fait, tu as un espèce de truc. T'as senti l'attraction, quoi. T'as senti que c'était en train d'arriver, quoi. Ouais, en fait, c'est vraiment évident. C'est comme un. Je suis très romantique, mais comme un coup de foudre. C'est beau. C'est beau. Simon, il en a. Et la première, dans ma précédente expérience, c'est une boîte que j'avais montée avec des associés qui existe encore, qui s'appelle Delivery, qui est la logistique du dernier kilomètre. Et on vendait en B2B aussi à des marchands. Et en fait, ils me disaient toujours, ouais, c'est bien, mais on verra plus tard. Il y a toujours un truc. Et quand tu es founder et que tu te lèves tous les matins, tu y crois, tu vas lever des fonds, en fait, tu passes ta vie à convaincre les gens de venir bosser avec toi, d'investir en toi. Et en fait, tu finis par t'auto-convaincre que ce que tu fais, ça marche, en fait. Alors qu'en fait, ça marche pas du tout. Et du coup... et c'est le meilleur moment. Tu kiffes, mais pas longtemps. Et en fait... T'es dans le déni un peu, quoi. Tu dois... T'as cette ambivalence de dire, OK, en fait... c'est pas explosif, ça va pas aussi vite. Et tu te dis, ouais, mais il manque ci, il manque ça. C'est difficile d'avoir des retours négatifs, je trouve. En fait, les gens ils disent, ouais, c'est cool. Alors qu'en vrai, ce qui a une vraie richesse, c'est quand on te dit là où c'est pourri. Enfin, les gens, et si on osait plus te le dire, c'est vrai que des fois, je vois des entrepreneurs, ils courent par un petit moment, personne n'ose leur dire que ça va pas le faire. Et au final, tu galères. Et pour valider juste tout ça, on disait un peu dans le déni où du coup tu ne t'en rendais pas forcément compte. Le jour où tu t'en es rendu compte, c'est quoi? C'est que les gens ont dû payer, qu'ils n'ont pas sorti leur carte bleue? Ouais, le moment où tu te rends compte, c'est le moment où tu dois prendre une décision difficile. Tu dis, on n'a plus d'argent. Enfin, si tu es plutôt prévenant, on a 6 mois de salaire. Si tu es moins prévenant, on a 1 mois de run. Et là, tu te dis, OK, il faut prendre une décision. Et là, en fait, tu te dis pas, on a mal fait. Tu te dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, en fait, ça, je l'ai réalisé après, quand je faisais plus
quand j'étais plus dans ce tourbillon, tu vois. T'as pas le temps de faire une analyse en gros rétrospective de ce qui s'est bien passé. Non, tu as trop de charge mentale, trop de questions à te poser. Je pense que c'est Cyril. C'est ce que Cyril dit, c'est ton entourage qui doit t'aider à prendre un peu de recul sur ta situation, parce que toi, tu es vraiment sur un vélo en train de pédaler comme un taré, et tu peux pas lever la tête, sinon tu tombes. Et donc, il y a pas assez... Les gens pensent être bienveillants en te disant ouais, c'est trop bien, j'adore ton idée, mais il faut vraiment aller chercher en conseil, il faut aller chercher les avis négatifs, quoi, et les accepter. Aujourd'hui, moi, je fais un peu de business angel depuis une petite année, et bon, il se trouve que par ailleurs, je suis très transparent, clé de bras, tout ça, mais je sais que je leur rends service en leur disant ce qu'ils voient pas. Et j'aurais aimé qu'on me le dise à ce moment-là. Et tu vois, j'ai été dans un incubateur. Je vais pas donner le nom. Vous trouverez tout seul. Ouais, j'ai envie de dire, on est plutôt smart ici. Je crois. On sent qu'il va bitcher sur l'incubateur. Non. Non. Non, tu connais pas. Ça commence par un chiffre. Et j'aurais aimé je pense que c'est leur rôle, tu vois, de dire les gars, vous avez toute votre market fit. Et c'était dur. Et juste, je rebondis sur une petite chose. Vous deux, vous êtes business angel. Je ne sais pas si vous avez aussi vocation à faire ça ou si vous le faites déjà. Tu en as aussi beaucoup parlé, Cyril, de vraiment challenger, d'aller chercher en fait ces avis négatifs, même si je pense que c'est un métier hyper émotionnel d'être entrepreneur. Enfin, je ne sais même pas si on va appeler ça un métier, mais une voie, une vocation. Comment vous, quand vous investissez dans vos boîtes, qu'est-ce que vous cherchez chez l'entrepreneur lorsque vous le faites, ces feedbacks négatifs? Ouais, moi, juste sur les feedbacks négatifs, je pense que je suis complètement d'accord, c'est hyper utile. Et par contre, il y a des cas où les feedbacks positifs sont utiles aussi. C'est quand tu as des entrepreneurs qui s'en prennent plein la... Non, mais je dis pas que c'est ce que tu as dit, mais juste pour rajouter, parce que il y a des cas, il y a des cas où il y a des boîtes qui s'en prennent, il y a des boîtes qui se prennent plein de claques pour des mauvaises raisons. Et dans ces cas-là, c'est vachement important de permettre à l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, pour le coup, de faire la part des choses entre là, en fait, tu es tombé sur des VC qui sont des gros cons, donc ne te remets pas en question. Et là, par contre, ou alors, oui, tu peux te remettre en question, mais comment dire il y a une limite à pas tout parce que moi, en fait, comme notre boîte, c'est une boîte avec un impact social positif, et la plupart des boîtes qui me sollicitent pour être investisseur ou pour être au board, etc., souvent ont un impact positif. Il peut arriver, donc je ne vais pas citer de nom, mais il peut arriver que la boîte soit considérée... Non, mais franchement, il y a eu un cas où la personne, elle se fait traiter d'ayatollah, tu vois. Elle fait de l'impact positif sur un truc. Enfin, c'est pas, tu vois, on n'est pas en train de révolutionner non plus la planète, quoi. Et dans ce cas-là, je lui disais, ok, ça, c'est un truc que tu vas rencontrer. Donc oui, il faut le prendre au sérieux. Mais du coup, la remise en question, c'est pas forcément ce que tu fais, c'est pas bien. C'est peut-être, c'est pas le bon moment. C'est peut-être, faut trouver des VC qui sont plus à l'écoute de ça. Voilà, moi je suis plus... Mais surtout, il n'y a aucun conseil qui est valable, en fait. Tu dois tout de suite, ça doit juste t'aider à te poser des questions. De dire... Moi, c'est le premier truc que je leur dis quand ils demandent des conseils. Je leur dis déjà, tout ce que je vais te dire, c'est pas une vérité absolue. C'est juste mon avis, mon expérience. Ça doit juste t'aider à te poser des questions. Te sortir un peu la tête de l'eau, te dire attends, j'avais pas vu les choses comme ça, je vais explorer autre chose, je vais tester autre chose. Mais moi, je sais rien, j'ai juste vu des trucs, testé des trucs. Utilise-le, c'est juste de l'expérience qui te fait gagner du temps. Mais il y a tout un tas de gourous de tout, ou des gens qui ont des avis sur tout. Une fois, on m'a dit, j'adore cette expression, c'est comme au foot, il y a beaucoup d'entraîneurs, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Et c'est vrai, mais big time dans les startups. Il y a un nom pour ça, c'est les toutologues. C'est non pas Aberkan, mais bon bref, c'est un chercheur en neurosciences qui a sorti ce mot-là, qui est assez vrai. Ouais. Tout le monde a un avis sur tout. Quel rapport avec Aberkan, du coup? Mais je reviens sur un truc qui était ultra intéressant. Le market fit, c'est d'aller se confronter directement au terrain. Tu sens l'appétence des gens ou pas. Il y a aussi la data. Sur Rocket School, en fait, des commerciaux, je sentais que tout le monde avait besoin des commerciaux. Il y a des chiffres de l'emploi qui montrent qu'il y a 56 000 offres de jobs pour des commerciaux et qu'un employeur sur deux n'arrive pas à recruter. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un peu ton ressenti, d'aller te confronter au terrain et si tu as de la data, tu vois, de valider avec de la donnée ton secteur. Et là, on a créé une autre école qui s'appelle l'école Gustave. On forme des électriciens, des plombiers. Il y a 200 000 offres de jobs. C'est pas un secteur où j'ai une appétence, mais c'est un secteur où il y a un énorme besoin. Mais
Excuse-moi, mais juste sur ce dernier exemple, sur l'école Gustave, tu dis qu'il y a une opportunité, mais comment tu peux être sûr que justement tu vas avoir la capacité de former ces personnes et que ces personnes-là vont pouvoir combler justement, répondre à cette demande d'emploi? Bon, ensuite, ça, c'est une problématique de pédagogie. C'est savoir comment tu fais pour faire de la pédago. Moi, avant, j'étais directeur général adjoint d'Epitech. Je suis prof affilié HEC, donc c'est un secteur que je connais assez bien. Ok. Donc, je sais que je suis T'as vu ta capable. Enfin, légitimité c'est pas un directement sujet dessus. nouveau. Ok. Et ça, c'est une des questions que tu as posées après. C'était comment tu fais pour savoir si tu mets de l'argent ou pas. Et j'avais demandé à un VC une fois, il m'avait dit il y a l'idée, mais il y a surtout l'équipe. Parce qu'avec une idée moyenne et une bonne équipe, ils vont être capables de pivoter comme ce que tu as fait. Et du coup, je lui demandais c'est quoi une bonne équipe. Il y a des cheveux gris, quelqu'un qui a une connaissance de l'écosystème, donc que je peux avoir avec la pédago. Tu regardes s'il y a des cheveux gris. Ouais. Exactement. Ils avaient peut-être T'en pas, as, non toi, du Ah ouais, j'en ai, merci. Des cheveux gris, ensuite un profil business et un profil tech pour produire le produit. Et avec ça, tu as des bonnes conditions pour créer une boîte, quoi. Parce que tu vas pouvoir pivoter si tu es malin, comme vous l'avez fait. Du coup, juste, je rebondis là-dessus parce que nous, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est un produit qui est très tech et où justement, enfin, tu vois, moi, je suis chercheuse, donc je fais pas partie de la dream team, quoi. Tu vois, les VC, quand ils voient un chercheur ou une chercheuse, il y en a certains qui se disent ça va être cool, et puis voilà, ils se disent c'est bien pour les subventions. Ils vont être JEI. Ou on va avoir l'air hyper moderne parce qu'on a une femme chercheuse dans notre portefeuille. Waouh. Mais du coup, sur le PMF, c'est enfin pour nous en tout cas, c'est un sujet un peu différent parce qu'il y a se confronter au marché, c'est le point numéro 1, quoi. Et nous, en fait, on est dans un cas où c'est un peu délicat pour nous de savoir si on a le PMF ou pas parce que on est. Mon tout premier client. Le Mon tout premier client, c'était Crit. Et le deuxième, Crit, c'est le 4e acteur intérim en France. D'accord. Et le deuxième, c'était Accenture. Ok. Et Accenture, ça fait 4 ans qu'on bosse avec eux. Ça se passe hyper bien. C'est eux qui nous poussent à refaire des contrats, à prendre plus facile. L'upsell est hyper facile avec Accenture depuis toujours. On a eu McDo, on n'a que des grands comptes avec qui ça se passe bien. Mais en fait, dans notre cas, c'est le truc qui est compliqué au niveau du PMF, c'est que on a des clients qui sont ultra convaincus. Ouais. Mais c'est quand même difficile de faire de la croissance au niveau où on voudrait faire de la croissance. On a de la croissance, mais c'est pas aussi rapide que ce qu'on voudrait. Et comme on est sur un produit qui demande énormément d'évangélisation, c'est assez dur de savoir si ce qu'on fait pas bien, c'est qu'en fait on n'est pas assez réaliste et on s'est pas pris les bonnes claques et du coup on n'a pas changé suffisamment, ou si c'est qu'en fait on n'arrive pas à évangéliser comme il faut. Du market que du fit. Ouais, c'est ça. Product market fit sur un mauvais marché ou un petit marché te donne pas de la croissance. Non, le marché est énorme. Donc le marché, il est énorme. Non, je dis pas que le marché est petit, mais ce que je veux dire, c'est que sur mais justement, parce que les données marché sont claires sur le fait qu'on répond à un besoin. Et ensuite, nous, on a un problème il me semble qu'on a un problème d'évangélisation. Voilà, mais si ça se trouve, je me plante. Et on n'a pas un problème d'évangélisation. Ou il y a un problème intrinsèque Non, mais que le sujet, c'est est-ce qu'on évangélise suffisamment bien le marché? Est-ce que c'est ça qui fait que la croissance... Mais si ça se trouve, c'est que le produit qu'on vend, il marche pour un tout petit... des happy few et que... Et donc là, avec l'énorme levée de fonds que tu as fait, qu'est-ce que tu vas faire pour régler ce problème? Non, mais en fait, nous, on sait exactement ce qu'on va faire. On est right on track. Là, on va multiplier par 120 notre croissance. Évidemment, avec cette levée de fonds, tout va bien se passer. D'ailleurs, on est extrêmement bien guidé. Donc, mais en vrai... Qui dit qu'il y a des questions sur le PMF, quoi? C'est hyper facile, le PMF, en fait. Non, mais Camille, dans ce que tu dis déjà, donc le PMF, tu pars du principe que tu l'as pas forcément trouvé, et tu pars aussi du principe que malgré que tu lèves ou que tu aies des signaux positifs, en fait, tu pars du principe que tu n'as rien craqué encore et que tu fais encore que tu as des hypothèses que tu dois aller valider. C'est un peu le problème. En fait, c'est un débat qu'on a beaucoup en interne. C'est que du coup, il y a une partie de l'équipe qui dit que oui, on a le PMF, et il y a une partie de l'équipe qui dit bah non, on n'a pas le PMF. Bah, déjà, c'est mauvais signe. Et la CEO, elle dit quoi? Et du coup, le truc, c'est... Ça dépend des jours. En fait, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a on a des clients grands comptes qui sont notre cible, qui sont fans de la solution. On a de la croissance, mais on n'a pas la croissance qu'on voudrait avoir. Et donc, je pense qu'on n'est pas du tout sur comme ce que tu décris, où en gros, tu appelles les gens, tu leur dis est-ce que vous avez ce problème-là, et ils te disent je signe où. Pourtant, on a fait... Ça, c'est Swile. Attends, mais je peux te raconter une expérience qu'on a eue. Donc, on avait ce truc qui ne marchait pas sur le click and collect, et on s'est dit on veut le faire marcher. Donc, je pense que c'est important aussi de dire que il ne faut pas abandonner dès que c'est un peu dur. Tu vois, il y a quand même un sujet de ça marche jamais du premier coup. Il faut essayer, il ne faut pas être borné. Et cette limite, cette frontière, elle est quand même pas simple à trouver. Et donc, on a développé en allant vers un système de commande en groupe, parce qu'en fait, j'allais déjeuner avec les gens tous les midis.
je leur disais utilise l'app devant moi et en fait je voyais qu'il se passait un truc qu'on voyait pas dans l'app mais physiquement Beaucoup de dégâts psychologiques les gens dans cette équipe au tout début. les gens disaient à 3 on clique sur le bouton commander et en fait je me suis dit en fait c'est ça le truc, il faut qu'on leur facilite le fait de le faire en groupe et du coup on a glissé vers un acte d'achat groupé Et j'ai utilisé cette solution. et il y a by the way. beaucoup de gens qui s'en rappellent et qui nous en parlent encore, mais en fait on avait des gens qui l'utilisaient tous les jours et on n'a jamais réussi à le faire at scale. Du coup, on a juste fini par arrêter. Je dis pas que C'était en physique. Hein. Vous vous êtes déplacé. Moi, à l'époque, j'étais chez Widoogie. Vous étiez venu. On avait eu du Big Fernand. Et vous étiez venu pitcher. Ah, c'est ça, la voilà. filiation. C'était la réduc qui nous Et en intéressait. fait, on n'a jamais compris pourquoi ceux c'est qui ça. kiffaient et kiffaient. C'est ça. Et comment on dit, OK, quel est le pattern, Ouais. le schéma en français, Ouais. qui explique que il faut rentrer comme ça. Quel est le point commun en fait entre Mais pour moi, c'est ça, le truc, c'est ce que tu dis, c'est Et ça, on n'a le jamais trouvé. curseur, en fait. C'est où est-ce que tu mets ton curseur de là, la Jusqu'où demande. t'essayes. Ouais, voilà, jusqu'où tu essayes. Ouais. Et nous, et la spécificité, c'est pas que nous, mais c'est tous les produits deep tech hyper innovants, etc. Il y a forcément de l'évangélisation. Donc, c'est exactement ce point-là. C'est le point du curseur. C'est est-ce que c'est un problème plutôt d'exécution ou est-ce que c'est vraiment qu'en fait, on n'a pas le. Ce qu'on s'est dit à la fin, c'est que en fait, on a réalisé que ça demandait un changement d'habitude trop fort chez les utilisateurs et que dans notre ADN et dans ce qu'on savait faire en tant qu'équipe, c'est pas quelque chose qu'on savait bien faire. Ouais. Et en fait, on s'est dit, c'est peut-être une bonne idée. Et pour rejoindre ton point, Cyril, on n'est pas la bonne équipe en fait pour faire ça. Et du coup, on s'est dit, par ailleurs, on a le titre restaurant qui cartonne. Donc, ok, à un moment donné, on ferme le robinet et on se focus sur ça. Et ça a été vraiment un crève-cœur, mais ouais. Tu veux rebondir, Simon? T'as pas entendu parler de Ses premiers clients de Batch du Ou coup. Batch, ouais, tes Ouais, premiers nous clients, on a eu comment des t'allais les problèmes. chercher Ouais, enfin, de quoi est-ce que je. Parce que c'est assez tech comme produit quand Ouais, même. non, mais sur cette problématique-là, je ne vais pas faire l'apologie de Y Combinator, mais effectivement, ils ont un truc pas mal dans leur problème d'incubation qui est que tu sois un designer, un codeur, whatever, dans l'équipe fondatrice, en fait, ton objectif, c'est de parler à tes users, tes clients, tes utilisateurs tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige ou quoi qu'il tu dois parler à tes users et pas t'enfermer dans une bulle qui te laisse à penser que peut-être tu vas avoir un produit bien pour des gens un jour. Ça, c'est vrai que c'est important et tu vois quand même souvent des teams, des équipes jeunes, je le vois dans les boîtes que parfois je finance, qui sont tellement convaincus que leur produit est extraordinaire parce qu'ils se voient un petit peu dans le reflet du miroir, qu'ils en oublient de parler aux gens. Ça, c'est un point, ça, c'est assez classique, hein, mais c'est important. Il y a un deuxième truc, moi, qui me fait beaucoup à l'époque où c'était un sujet pour nous, enfin, sur lequel j'étais assez entêté, c'était il n'y a pas de très très bonne expression en français pour dire ça, mais la willingness to pay, donc la propension à payer de tes clients. Je pense qu'il y a aussi cette phase où tu commercialises quelque chose, notamment dans notre secteur qui, nous, est le secteur du logiciel pour les grandes entreprises, où tu as aussi en phase de consultation toute une série de directeurs marketing, innovation, qui sont ravis de prendre des rendez-vous pour voir ce que le marché propose. Te parle de faire des phases de test, de venir pitcher ta solution à des équipes, etc. Qui souvent, quand tu es un peu jeune et naïf, n'aboutissent sur rien, parce qu'en fait, les gens sont juste là pour un petit peu s'informer des innovations et de ce que fait le marché. Donc, en fait, tu dois assez rapidement aller au moment où tu es capable de dire aux gens, est-ce que tu es prêt à payer pour ça? Et si tu étais prêt à payer, combien? Et quand ils te disent 10, tu leur dis en fait, c'est 40, pour voir s'ils te disent, OK, à 20, on deal, ou s'ils te disent, en fait, oulala, non, jamais de la vie. Donc, cette propension à payer et à quel niveau de prix, ça, évidemment, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et nous, on avait eu ce problème-là. On avait commencé sur un produit très, très tech avec Batch, pur API d'envoi de notification push en masse, qui était historiquement gratuit. Donc, on avait des centaines ou des milliers de développeurs de petites boîtes qui s'en servaient pour leurs besoins de notification et de communication du quotidien. Et très peu qui payaient, certains qui payaient en carte bleue sur un truc de self-service qu'on avait développé. Mais bon, ça faisait pas une boîte, quoi. Ça faisait quelques milliers d'euros de MRR, enfin de revenus récurrents par mois. Donc, à un moment donné, on a attaqué les grands groupes. Donc là, c'était du rendez-vous commercial. On allait les voir. Et est-ce qu'il fallait qu'on leur fasse payer 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 par an? Et comment est-ce qu'on allait découper ça entre des frais de licence, de la volumétrie, du support, du service? Ça, c'était l'inconnu pour nous. Donc, je pense que 2015-2016, on s'est confronté à ça. Et il y a eu beaucoup de tâtonnements sur ce truc-là. Combien on doit le faire payer? Qu'est-ce que ça rapporte au client? Combien ça lui coûte de l'intégrer? Enfin, toutes ces problématiques qui étaient liées au product market fit, mais aussi à est-ce que tu as le bon... toujours beaucoup de jargon, mais le bon go-to-market, quoi. Est-ce que tu amènes ton produit de la bonne manière au client en suivant les bonnes étapes?
Et nous, les tout premiers clients, ils nous ont fait confiance vraiment parce que c'était nous, parce qu'on les connaissait. C'était Marie-Laure, Anne-Sophie Chalon et Agnès Salazar chez Au Féminin qui nous ont dit, qui m'ont dit, Simon, on comprend pas grand-chose à ton produit, mais globalement, tu as fait Albertis avant, le module, tu es censé comprendre. Donc voilà, un chèque en blanc pour 20 000 balles la première année, intègre ton truc et montre-nous les résultats à la fin, quoi. Sympa, quoi. Ça avait vachement, je me rappelle très très bien. Et Jérôme Perrani à l'Express, qui faisait partie du groupe Roularta à l'époque, qui était un peu une sorte de, dans la nomenclature du fameux crossing de Chasm, comment tu passes d'un petit à un moyen, un gros client. C'était vraiment le cas typique ce qu'on appelle le visionary client, en fait, qui voit dans ton produit, qui voit le produit que ton produit sera dans 3 ans. Il se dit, ok, c'est ça dont le marché a besoin, il est prêt à bosser avec toi, même alors que ton produit est vraiment complètement bêta et pété, nul, parce que en fait, ça confirme sa théorie profonde que c'est ce qu'il faut. Et du coup, il te permet d'avoir un premier client, et ça, il faut aussi essayer de trouver ces clients-là. Et d'avoir ta première version gratuite, tu l'avais fait pour tester ton marché, Tu empiètes sur ma prochaine question. On l'avait fait pour avoir de l'usage, et effectivement, pour avoir une boucle itérative de retour plutôt de profil technique qui intégrait le SDK, testait la partie tech. Donc ça avait aidé à construire le produit. Et du coup, tu as financé perso au début, quoi, où tu as eu des fonds. On avait une mise de départ qui nous restait de la précédente aventure. Ouais. Mais ces clients-là n'étaient pas du tout des clients avec lesquels il y avait une porosité vers les plus grands comptes qu'on voulait chercher ensuite. T'étais coincé, quoi qu'il arrive. Ouais, on était sur un bon produit avec un mauvais fit sur un petit marché, quoi. Donc ça allait pas du tout. Mais ça t'a permis de valider le produit quand même. Ça m'a permis de faire vivre le produit. Okay. De faire vivre le produit. Ma question s'adresse à vous 4. Si vous vous adressiez... Caméra. Non, très sérieusement, si vous vous adressiez à des personnes qui sont en train de se lancer aujourd'hui, est-ce qu'il faut forcément sortir son produit en V1, même si elle est un petit peu dégueulasse, mais gratuitement, ou est-ce qu'au contraire, il faut absolument faire payer Ouais, alors nous on n'a jamais fait de gratuit en fait, okay. Justement parce qu'on savait que ça allait être compliqué de savoir bien diverses. Okay. De savoir si on avait le PMF ou pas, parce que c'est un truc encore une fois qui est hyper qui nécessite une transformation dans les boîtes qui nous utilisent, quoi. Et donc on s'est dit, alors si en plus on fait du gratuit au début, là vraiment on va pas savoir. Donc on a tout de suite fait payer, pas assez cher, mais quand même des licences, comme on est sur du grand compte, licence annuelle, c'est quand même pas rien, quoi. Donc on s'est adapté. En fait, il y a un peu pour nous, il y avait un équilibre à trouver entre la difficulté à signer le contrat, parce que c'est du B2B qui vont négocier à fond. Quand tu passes par les achats, ça devient compliqué, etc. Donc, de faire le légal et tout. Donc, nous, dans le go-to-market, les trucs qu'on a testés, c'était justement quel prix mettre pour, oui, ça va prendre du temps, mais que ça ne prenne pas 10 000 ans, quoi. Donc, on a vraiment cette question de cycle de vente. Mais vraiment, il a évolué, excuse-moi. Et le prix a évolué, ouais. Il a évolué. En fait, à la hausse. Et en fait, on a, même nos clients. En fait, tu le vois. Dans le business qu'on a nous, c'est assez clair qu'on vend pas assez. Je pense même aujourd'hui, en fait, on vend encore pas assez cher. Et c'est assez clair parce que les clients. Sur quoi tu te bases pour faut dire que c'est pas assez cher. C'est les trucs qui te disent oui, c'est qu'ils restent. Je voudrais acheter une maison un peu plus grande, en fait. Ils disent tiens, je sais pas, on a eu plein de signes. Alors après, c'est ce que tu disais, Simon. C'est ce que tu disais, Simon, sur le client, sur les clients parfaits, en fait. Enfin, les clients pas parfaits, mais le client du début qui a vraiment besoin de ton produit et qui, eux, sont... Enfin voilà, ils t'indiquent quand même c'est quoi leur budget RH de l'année, jusqu'où ils peuvent aller sur les outils bidule chouette. Et donc tu vois, si toi ce que tu vends c'est un quart du budget qu'ils ont total qu'ils pourraient attribuer à ton dossier. Nous c'est comme ça qu'on le fait en fait. Parce que du coup ça tu peux donner ton prix. Moi ça n'engage que moi, je donnerais pas le prix en fonction du budget qu'il a. Je dirais à quel point je lui facilite la vie. Oui. En fait, sur le pricing, on a fait tout ça. On a fait voilà la valeur qu'on apporte. Mais tu arrives à la mesurer à payer. De manière chiffrée et précise, la valeur que tu apportes. Oui, on peut la. C'est comme d'habitude. Tu vois. C'est comme tous les use cases. Tu peux le mesurer en disant voilà, si vous utilisez tel produit, ça va vous coûter tant. Si vous lisez les CV, ça va vous coûter tant. Donc après, il faut qu'ils te croient sur le use case que tu leur donnes. Mais il y a plein de façons de mesurer l'argent que tu leur fais gagner, mais il ne faut pas indexer ton produit sur l'argent que tu leur permets de gagner. Il vaut mieux l'indexer sur la valeur que tu apportes. Et donc, la valeur que tu apportes, des fois, on s'est rendu compte qu'il y avait des boîtes où, effectivement, s'ils n'arrivaient pas à recruter les bonnes personnes au bon moment, ils fermaient, par exemple. Donc là, la valeur que tu apportes, elle est en théorie infinie. Et à ce moment-là, tu t'intéresses au budget. Tu vois, c'est à ce moment-là où, une fois que tu sais que tu as un plafond qui est relativement haut, tu réfléchis au budget. Mais de manière pragmatique, ton produit, ton plus gros client, tu
ta technologie lui permet de compléter combien d'assessment, de profils par mois? Il y a des offres illimitées en fait à partir d'un certain point. Mais tu vois, par exemple, McDo, ils ont fait 1 million d'évaluations avec nous. Par mois? Non, 1 million d'évaluations par an. Par jour. Par an. 1 million d'évaluations. C'est pas 1 million de candidats. Ouais, c'est D'accord. énorme. Non, mais ça, tu pourrais le rapporter je sais pas, une responsable RH de bon niveau traiterait combien d'évaluations? C'est ça. Tu vois, En fait, dans tu les rapportes choses ça à un qu'on a- salaire brut voilà. annuel. Mais ça a Dans l'air les choses tellement qu'on a décalé qu'en fait, ça devient presque irréaliste comme comparaison. Dans les choses qu'on a utilisées, on a dit si vous vouliez traiter, voilà le volume que vous avez, voilà combien ça vous coûte de traiter ce volume-là. Mais vous payez des gens pour faire ça, vous n'allez pas les virer. Donc on ne peut pas dire non plus, voilà, vous allez économiser 4 chargés de recrutement parce que ce n'est pas le principe du Non, mais produit. c'est ça parce que tu vois. Non, mais elles vont faire moins. Là, je sais pas si tu vois cette boîte que Twilio avait racheté Segment, une CDP, donc une Customer Data Platform, et leur pitch pendant très très longtemps, c'était ça coûtait entre 100 et 150 000 dollars par an parce qu'ils disaient, alors c'était les salaires de la Silicon Valley il y a 7-8 ans, mais ils disaient en gros, on te fait économiser un data engineer et demi par an. Mm. Ils avaient fait ce calcul-là. Mm. Et en gros, ça équivalait, ce que coûtait la solution Oui. était le prix chargé de Oui. un data engineer et demi. Quoi. Oui, mais tu vois, il y a ces c'était un peu calculs-là. leur- Il y a d'autres calculs. Après, nous, un autre calcul qu'on fait, c'est on dit aujourd'hui, quand vous recrutez, vous avez un taux d'erreur de temps. Et chaque erreur, ça vous Ça coûte vous tant. coûte hyper cher. Donc ouais. nous, voilà. Et après, c'est grâce à nous, vous allez avoir plus d'innovation, plus de créativité. Enfin, tu vois, après, il y a plein de façons de mesurer ce truc-là. Alors, ensuite, La valeur au apportée. début, c'est difficile. C'est une fois que tu as Ouais. des chiffres, que tu as tes premiers ça. clients, c'est facile. Mais c'est vrai qu'au début, tu vas un peu au doigt mouillé. Ouais. Et à la limite, si le gars te dit j'ai 20 000 euros, tu C'est dis ça. on le fait pour 20 000. Quoi. Tes Exactement. premiers clients, tu penses que tu Tu penses prends, ça, quoi. tu prends. Ouais. Mais après, je Manger. n'ai pas l'exemple en tête, mais je sais, j'ai lu plusieurs fois des boîtes où un jour ils ont décidé on va doubler le prix. Et en fait, les clients sont restés et tout le monde payait le prix. Ouais. Et c'est hyper contre-intuitif quand tu es fondeur. Tu te dis oulala, ils vont me. Voilà, je pense qu'il y en a quelques-uns qui n'étaient pas très contents, mais ils ont gardé leurs clients, ils en ont eu d'autres. Et je pense que quand tu as se faire confiance, tu vois, si tu as le sentiment que tu n'es pas assez cher. Parce que regarde, une boîte, je sais pas de quelle boîte on parle, on va pas donner de nom, mais un budget, c'est Allez, donne des noms. jamais bloqué en fait. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, toi, tu joues dans une limite que t'ont donnée, mais tu peux très bien aussi dire, les gars, demandez plus de budget si vous voulez qu'on travaille ensemble ou si vous voulez qu'on travaille plus ensemble. Oui, c'est ça, oui. Pour l'instant, on n'en est même pas là parce qu'on est déjà en dessous du budget en théorie qu'on a compris. Quand qu'on vous pouvait aurez pris mettre. 100% du Donc budget. c'est un peu, mais comme on a des cycles de vente assez longs, c'est sûr qu'au début on était sur combien vous pouvez débloquer sans passer par les achats. Bon du coup ça coûte ça, tu vois. Au début on a testé comme ça, mais en tout cas parce que Vous le avez truc c'est l'air qu'on très voulait gentil quand même. Ouais, Ça va. et on voulait pas faire de gratuit quoi. Voilà, c'était ça notre truc, c'était on Pas de veut pas de gratuit. Sinon, de Si c'est zéro du to pas one, cher, tu restes c'est pas à zéro, grave, quoi. mais voilà c'est ça. Mais tu sais, tu vois, pour reprendre la question de base de Yacine, dans le B2B, c'est très compliqué de trouver un business model où tu te rémunères autrement que en prenant un fees sur ton client. Donc s'il n'y a pas de willingness to pay, d'appétence à payer pour ton produit, ta capacité à trouver un business model, elle va être très compliquée. Alors que dans le B2C, je pense qu'on valorise beaucoup plus l'usage, l'adoption, la stickiness que Et on dit toujours d'abord, trouve ça, fais en sorte qu'ils utilisent tous les jours, et puis après tu trouveras bien un moyen de gagner ta vie avec ça. Tu as parlé d'une chose, la stickiness dont tu parles. Je vais encore continuer dans les anglicismes. Un nice to have versus un must have. Comment vous êtes capable de quantifier ça? Se dire justement que c'est quelque chose qui répond à un réel pain en amont. Hein. Donc là, je ne vous parle pas de vos clients qui payent, mais de se dire que oui, les gens aujourd'hui associent une certaine valeur à ce problème et donc à la solution que vous allez apporter. Ou alors tu attends une bonne crise systémique, comme il y a eu pendant le Covid, et tu as eu quand même un grand nettoyage dans le marché des startups au sens large, notamment dans le B2B en 2020, sur notre marché qui était extrêmement encombré des solutions de MarTech, donc de marketing technologies. Tu avais une grande dichotomie entre les solutions effectivement must-have et nice-to-have. Il y a quand même énormément de boîtes qui se sont fait balayer parce qu'en fait, en réduisant les budgets pendant la crise, les grands groupes ont préservé leur budget sur les solutions dont elles avaient de toute façon besoin pendant ou après une crise pour communiquer avec leurs clients et ont coupé toutes les autres. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce qui s'est passé chez vous en 2020. Je pense que ça a dû être pareil. Ils ont dû préserver au maximum. On n'a pas coupé, non.
Non, mais je veux dire. On n'a rien d'indispensable. Non, mais vos clients. Ah, non. Bah, en fait, le problème, c'est que, nous, c'est très particulier parce qu'il y avait le télétravail. Et du coup, les gens continuent à manger. Donc, tu as des boîtes qui ont fait du chômage partiel. Et du coup, ils donnaient plus de titres restants. Okay. Mais franchement, c'était à la marge. Et surtout, nous, on a eu un effet d'aubaine qu'on n'avait pas du tout anticipé. C'est qu'en fait, il n'y avait plus de cantine. Du coup, ils ont tout transféré. En fait, des clients avec lesquels on ne penserait jamais travailler, ils nous appelaient. Dire oulala, comment on fait, il faut leur donner à manger. Ouais, et puis il me semble qu'ils ont augmenté le plafond, daily spend. Ouais, c'est ça. Ouais. Et juste, tu parlais de ces clients-là en B2B. En gros, à travers ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a quand même un certain budget alloué dans des grands comptes, dans des grosses boîtes, qui ne sert ou qui n'est pas du tout un must-have, mais juste un nice-to-have. C'est quand même triste, non? C'est bien pour l'écosystème. Ouais, c'est bien pour l'écosystème. Puis les boîtes, à un certain niveau de taille de boîte, tu as des directions innovation, et puis de toute façon, tu as des départements tech, marketing, RH qui ont besoin d'avoir des budgets pour faire des tests avec des solutions qui sont peut-être encore en évaluation, tu vois, qui relèvent. Tu sais pas avant d'avoir essayé que tu n'en as pas besoin. Mais combien de grandes boîtes ont une cellule innovation où ils allouent 1 million par an et au final ils savent très bien pertinemment qu'ils ne vont pas l'exploiter? Non, ils savent pas d'avance, mais. T'es cynique. En gros, ce que je suis en train de dire à travers ça, bon après je suis pas entrepreneur, pas encore. Est-ce qu'il y en a pas beaucoup qui font ça justement pour la vision? Pour la vision, je veux dire ce qui renvoie entre guillemets comme branding, quoi. Pas une posture non plus, mais je pense qu'ils apprennent quand même plein de choses. Ok. Non, il y a plein de. C'est un peu particulier aussi parce que là, Simon, il parlait d'un cas de crise. Donc, c'est aussi que peut-être qu'il y a certaines boîtes qui ont disparu pendant la crise qui, si ça se trouve, avaient des offres super, mais ils n'ont pas pu résister à une crise. Alors, ça nettoie pas forcément que des boîtes qui avaient des produits qui étaient des nice to have. Non, il y a aussi des cas très injustes de gens qui, effectivement. Voilà, parce que c'était trop jeune. C'est juste pour préciser par rapport au point que tu disais, tu vois, c'est que forcément, dans le budget alloué, il y a des tests et en B2B, encore une fois, les cycles de vente sont longs. Donc, tu testes une fois, 2 fois, et puis boum, il y a une crise. Et soit ton truc, tu as un effet d'aubaine et tant mieux, et voilà. Soit il se trouve que tu n'avais pas anticipé cette crise-là, et là, ton produit disparaît. Mais juste, je crois que ta question, elle portait aussi sur quelqu'un qui voudrait se lancer là aujourd'hui, et qui est vraiment au tout début. Nous, on l'avait vraiment fait, nous, on avait vraiment suivi la méthode Lean, quoi. Lean Startup, on avait fait des canevas. Après, on avait testé. On avait appelé des gens pour leur dire voilà, c'est quoi vos problèmes, c'est quoi qui vous empêche de dormir la nuit, tu vois. On avait essayé de. Je déteste cette question. Tu te sens un peu con des fois pendant ces questionnaires, mais bon, voilà. Et donc, c'est d'essayer de comprendre ce qui est vraiment. Enfin, c'est là où, si tu t'es planté, tu prends des claques plus tard. Mais si tu es à l'écoute de ce que les gens te répondent, nous, on avait quand même une tech qui permet de s'attaquer à plein de marchés différents. On aurait pu faire du marketing, on aurait pu faire de la pub, on aurait pu faire de l'éducation, on aurait pu faire de l'assurance, on peut faire plein de choses avec la tech qu'on a là. Donc, on a testé pas mal de canevas. Et finalement, on a choisi sur le couple est-ce que les gens ont besoin de ce qu'on leur propose et est-ce que le marché est suffisamment gros, quoi. Il y a une question aussi. Tu avais fini, Kevin ? Non, oui. Il y a une question que je trouve hyper intéressante que je vois pas assez souvent passer. C'est de demander à un client qui utilise ton produit au démarrage, si on t'enlève le produit, comment tu te sens? Et alors, c'est formulé comme ça, il peut y avoir plein de biais, mais en gros, tu as des clients qui disent je serais un peu triste. Et t'en as, tu sens qu'ils te disent je sais pas comment je vais faire, me l'enlève pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Et là, tu sens que... On a le même truc, c'est parce on fait plus ça maintenant, mais à une époque, on avait souvent des clients qui refusaient de payer. Pas qui refusaient de payer, pas certains qui refusaient, mais d'autres qui traînaient vraiment énormément, quoi. Et on passait notre vie à les relancer pour qu'ils payent, quoi. Et la technique qu'on avait trouvée de plus efficace, c'était de restreindre l'accès au back-office. Ah ouais. Et parce que souvent, les gens qui traînaient des pieds à payer n'étaient pas les mêmes que ceux qui utilisaient. Qui étaient plutôt les chargés, tu vois, de marketing opérationnel qui avaient besoin d'envoyer leur campagne promotionnelle le lundi ou de relever une stat. Et quand ils se retrouvaient sur une interface qu'on avait designée de manière volontairement un peu anxiogène, avec plutôt du rouge et des croix et des genres, et tu vois, alerte, votre dashboard a été restreint.
Du coup, tu crées une sorte de truc en interne. On a arrêté parce que c'était un peu trop stressant pour les gens. Mais... et du coup, en fait, tu avais l'opérationnel marketing qui, du coup, envoyait, qui slackait en urgence le directeur financier. En mode, oh là, putain, badge. En plus, il y avait une sorte de truc, genre au bout de 7 jours, votre compte sera désactivé définitivement. Et toutes les données Et toutes les données sont supprimées. Donc les gens se disaient, putain, donc là, on était payé dans les 24 heures. Quoi. Ça, c'était un bon. C'est bon à savoir. Dernière mini-question. Bon, en théorie, on termine dans 1 minute, mais on ne terminera pas dans 1 minute, j'annonce. J'ai une question, en fait, pour tout le monde, mais je vais peut-être commencer par toi, Cyril. J'aimerais juste savoir, est-ce que, en tout cas, dans l'école, quand tu formes ces sales et tous ces métiers qui sont commerciaux ou gravitent autour, est-ce qu'il y a des techniques pour aller chercher ces premiers clients qui, du coup, ne sont pas dans ton réseau, donc des personnes qui sont censées être totalement objectives, et au-delà de ça, arriver, et je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Romain, mais leur faire toucher du doigt un pain et parfois dont ils n'ont même pas conscience. Leur faire une clé de main. Alors en fait, ce qui est Sans être trop agressif. Ce qui est très difficile, c'est... ce qui est ultra important, c'est de bien segmenter, de bien identifier ce qu'on appelle ton ICP, ton client idéal. Et ton client idéal, c'est celui à qui tu vas apporter un vrai service, mais aussi celui qui va pouvoir te payer. Parce que des fois, c'est pas le cas. Donc, une fois que tu as ça, tu peux l'identifier. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'outils. Sur LinkedIn, tu peux récupérer plein de profils. Et derrière, nous, on leur apprend en fait à aller prendre des rendez-vous. Donc, en sollicitant les gens par email, sur les réseaux sociaux, sur téléphone, avec vraiment l'objectif de se confronter le plus vite possible au marché, tout en mettant de la data à chaque étape pour savoir est-ce que les gens, sur ce profil-là, est-ce que les gens te répondent plus ou moins, etc., pour derrière être plus efficace. Mais vraiment bien identifier et pas tout de suite sauter. Souvent, je vois les juniors, ils ont tendance à direct vouloir envoyer des emails en masse, en volume un peu crado, alors qu'il vaut mieux plutôt envoyer à 50 personnes ultra ciblées un truc intelligent qui leur parle qu'à eux. Okay. Pas à quelqu'un qui parle à tout le retail, tu vois. Tu parles à une toute petite section. Et eux, ils se sentiront concernés. Et justement, sur la deuxième partie de ma question, alors peut-être que c'est vous autres, en tout cas entrepreneurs, mais comment on est capable d'apporter justement via, donc là on parle d'outbound, concrètement aller chercher ses clients, sans dire directement « Salut, je suis Gochaba, je vais t'aider comme ça », mais plus se dire je ne sais pas comment en fait le formuler, essayer de mettre le doigt, donc de ton interlocuteur sur le pain sans s'en rendre compte. Je sais que c'est très... Bon, l'approche consultative marche pas mal. On avait des séquences de BDR à une époque qui marchaient bien. On devrait les refaire d'ailleurs, qui étaient plutôt tournées sous forme de petits questionnaires gamifiés sur donne-nous un peu le pouls de ton industrie, de ton marché, réponds à ces 10 questions et tu donnes... tu auras la réponse. Tu auras accès à... Découvre ce que Simon pense de toi. Non, mais la petite incentive, c'était de dire à ces gens-là qu'on en interviewait une centaine et qu'ensuite, s'ils répondaient, on leur donnerait accès à l'étude mise au propre. Et du coup, ils étaient curieux d'avoir les réponses aux questions, tu vois, mises à plat. Et ça tu marchait. sens qu'ils sont honnêtes dans les questions ? Ouais, quand c'est consultatif et que les questions sont intéressantes et intelligentes, les gens y répondent bien volontiers. Et ça te permet, évidemment, ce faisant, de les qualifier et ensuite d'avoir une discussion beaucoup plus précise avec eux. Tu as un énorme enjeu, hein. Je vais rebondir dessus, mais parce que sur les questions que tu poses... je pense qu'il y en a beaucoup pour valider leur value propre. En fait, ils vont poser des questions pour avoir des réponses de oui ou non et qui vont directement valider ou non. Il y a un gros biais avec ça. Ouais, donc c'est ça. En fait, il faut que tu poses quoi ? C'est des questions totalement ouvertes. C'est le moins de questions possible, mais avoir carrément un aspect émotionnel de la personne en face de toi. On les forme beaucoup à l'écoute active pour que tu pitches le plus tard possible. Alors nous, on fait beaucoup d'outbound téléphone parce qu'en fait, on s'est rendu compte très vite que c'est ce qui marchait le mieux avec notre cible. Je te fais chier ça. Non, on est désolé, mais sinon ouais. Simon doit nous quitter. Yes. Un grand merci Simon en tout cas. Cool. Il y a 300 personnes dehors qui l'attendent. Exactement. C'est ça, vous avez eu le retard pendant 45 minutes, mais c'était le maximum. Salut. On a fait énormément de ventes par téléphone parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce qui marchait le mieux avec nos types d'interlocuteurs. Et en fait, quand tu es sales, c'est un peu ce que dit Cyril, tu veux tout de suite déballer ton pitch, pointer tes arguments, etc. On est persuadé presque. Et tu as vraiment envie, tu te retiens et après tu veux lâcher les chevaux quand tu as enfin quelqu'un au bout du fil. Et en fait, du coup, on les forme à vachement faire de l'écoute active pour comprendre les problèmes du client, le contexte dans lequel il est. Comme ça, il adapte bien son pitch et c'est une silver bullet
quand il a bien compris à qui il a affaire. Enfin, on dit souvent qu'un bon commercial, s'il a une bouche et deux oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Et effectivement, quand tu fais parler ton client, il va te donner toutes les recettes pour. Après, tu redis la même chose que lui avec d'autres mots. Il va dire putain, mais ça fait exactement ce que je veux. En fait, tu prends dans ce que tu sais faire par rapport à sa problématique et tu restitues. Alors que si tu pars direct, tu parles de tout, ou d'une humeur, il fait non, mais en fait, c'est pas du tout ce que je veux. Puis surtout, il n'a pas du tout écouté. Il n'a pas écouté. Nous, on fait ça aussi. Quoi. Du coup, ça s'appelle SPIN, la méthode. Et effectivement, tu as situation, problème, machin. C'est la discovery phase. Ouais. Enfin, c'est pas forcément. Pardon, c'est même. En tout cas, dans le spin, tu es dans un rendez-vous commercial. Ton but, c'est de closer. Mais avant de closer, tu t'assures que tu utilises bien les termes que ton client utilise aussi. Donc, dans ton spin, tu vas poser un maximum de questions et ensuite, tu vas reformuler comme ça. Et juste un truc que je voulais rajouter aussi sur la qualification, c'est nous, on utilise pas mal de contenu. Tu vois, selon où ils en sont de la customer journey, est-ce qu'ils sont plutôt à se poser des questions générales? Est-ce qu'ils sont en train d'évaluer plusieurs voilà. Et en fonction de cette maturité-là, on balance nous, on balance du contenu qui est soit très vague jusqu'au plus spécifique et on voit lesquels cliquent sur quoi. Et ça nous permet comme ça de comprendre un peu le niveau de maturité d'un client donné, ce qui nous permet derrière de s'adapter et de faire le bon spin au bon moment, etc. Donc le but, c'est de faire parler le client ou potentiel client. J'en profite pour ma petite promo perso, mais très sérieusement, en fait, j'ai publié un podcast lundi dernier, enfin ce lundi, avec un stand-upper, et justement, qui est commercial et qui nous fait le parallèle. Il nous dit que comme un stand-upper doit parler 90% du temps, le plus important, c'est le 10% où on écoute la salle. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Il m'a parlé d'une étude, c'est, je crois, 24 minutes de Discovery Face. Donc voilà, je vous invite à regarder sur Dans la tête d'un CEO. Je crois pouvoir dire que c'était une journée très chargée et beaucoup d'informations. Vous avez beaucoup échangé, donc j'espère que vous avez pris du plaisir et que vous avez aussi appris les uns des autres. Un grand merci à tous. Je remercie évidemment Simon qui est parti. Merci Romain pour ta double intervention. Camille, un grand merci. Merci beaucoup. Et merci à toi Cyril. Merci, et j'aimerais avoir un petit mot de la fin, évidemment, pour toutes les équipes que vous ne voyez pas, mais qui sont à côté de nous, qui nous ont encadrés et qui nous ont permis de réaliser cet event. Et plus généralement, un grand merci à H7 pour l'invitation. Et je crois que je peux dire que je parle au nom de tous les intervenants aujourd'hui. Je pense que tous les intervenants peuvent applaudir l'équipe. Bravo l'équipe. On n'entend pas les milliers de personnes qui applaudissent. Il y en a 500 000. Non, il y a combien de viewers Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a combien de viewers Je t'en parle après. Non, en vrai, j'ai pas les chiffres. 2. C'est pour ça qu'on dit beaucoup de bêtises. Mais ceux qui nous regardent, merci. Et puis à bientôt. N'hésitez pas à nous pinguer. Je vois tous les liens. Il y a nos LinkedIn et je crois qu'on est tous plutôt ravis de pouvoir échanger avec des gens. Donc voilà. Merci à tous. Merci. Merci. Ciao.